Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Pardon, j'ai un petit peu de retard. Il est 19h02. Soyez les bienvenus. Je suis ravie ce soir de vous retrouver pour les folles confidences de Michel Onfray. C'est un immense bonheur et honneur que Michel nous fait ce soir, car il a une vie bien occupée, trépidante, je dirais. Et là, vraiment, il nous fait le bonheur d'être avec nous ce soir. Nous allons parler philosophie. Et puis en même temps, je voulais vous remercier, oui, vous tous qui êtes présents ce soir et qui allez suivre, comme depuis le début de ces folles confidences, à chaque fois nos aventures avec ces totalement différents invités. Et donc je voulais vous remercier de tout cœur, vous dire qu'aujourd'hui nous terminons la saison, nous sommes le 30 juin, demain nous rejoindrons juillet et voilà, et il est vrai que je me suis fait un petit peu plaisir pour la dernière en me disant que j'avais envie d'avoir un invité que j'admirais beaucoup, dont j'avais lu et dont je lis toujours tous ces livres, ces magnifiques son œuvre, parce qu'elle est immense. Il va nous expliquer tout ça. Et donc, soyez les bienvenus. Alors, vous rejoignez cette vidéo. Coucou, merci, bonjour à tous, coucou au Cap d'Agde, à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre actuellement. Est-ce que je vais venir en Corse cet été? Non, désolé, je ne viendrai pas en Corse cet été. J'adore la Corse, j'embrasse tous les Corses, mais c'est pas prévu au programme. Bonsoir, oui, bonsoir. Je ne sais pas, on me dit que c'est pas très net l'image, mais je ne sais pas d'où ça vient. Ça doit venir d'Instagram. Écoutez, si vous avez les oreilles qu'on peut entendre, ça suffit. C'est suffisant. Oui, je ne sais pas, il y a comme un petit voile. Ouais, ça doit être les anges qui sont encore là. Les anges d'Aruna de l'autre jour. Merci beaucoup. Oui, bien sûr, je vous donnerai des nouvelles par rapport aux deux concerts. Vous savez que je vous retrouve pour ceux qui seront là le 12 juillet, festival de jazz à Nevèze en Bretagne, et puis le 24 juillet à Vias, à côté de Béziers, pour également un festival aussi de musique. Je suis très heureuse de retrouver le public. Et ceux qui seront là, voilà, on se donne rendez-vous là-bas. Oui, on me dit qu'il y a un petit voile, alors je sais pas ce que c'est, mais je vais pas recommencer. Parce que Michel nous attend, Michel Onfray est avec nous ce soir, et donc je vais tout de suite tâcher de le rejoindre. Bonsoir à tous, oui, installez-vous. Je vais voir si Michel est bien branché. Donc... ne bougez pas. Je fais tout ce qu'il y a à faire. Alors, bougez pas. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc, j'envoie être avec nous. Ah, Christophe, oui, vous serez là avec Natacha alors. Bonsoir Michel, ça y est, nous sommes là. Bonsoir, tu vas bien? Ça va, oui. Bon, alors tout d'abord, merci beaucoup Michel de cet honneur que tu aies accepté de partager ces folles confidences ce soir. C'est assez symbolique parce que nous sommes le 30 juin, on termine le mois de juin. Et je sais que tu apprécies particulièrement cette fin juin avec les beaux feux d'été de la Saint-Jean. Et donc, je voulais vraiment te remercier. Voilà, je suis très heureuse, je suis très, comme on dit, je suis fière de te connaître. Et tu m'as apporté beaucoup de choses dans ma vie. Et c'est pour ça que je voulais t'inviter ce soir. Tous nos amis vont faire connaissance avec toi, pour ceux qui se connaissent bien et ceux qui ne te connaissent pas encore. Donc, merci d'être là. Moi, je vais te poser une toute première question. C'est quoi, Michel, un philosophe? Voilà, il y a plein de définitions possibles depuis plus de 25 siècles que la philosophie existe. Et encore, on pourrait imaginer que dès que le premier homme s'interroge sur pourquoi y a-t-il de la nuit, du jour, pourquoi y a-t-il des saisons, pourquoi y a-t-il des morts et des vivants, pourquoi y a-t-il ça, il y a déjà évidemment un philosophe. Mais le philosophe, c'est celui qui essaie de... Alors, on ne va pas s'en sortir en disant de mener une vie philosophique, mais de faire de telle sorte que ses idées et la réalité coïncident.
c'est faire de telle sorte que dans le monde, on n'augmente pas la douleur et la souffrance, mais qu'on augmente le plaisir et la jouissance, le plaisir d'être au monde. C'est une façon d'être morale et éthique, sans pour autant demander des comptes à Dieu ou rendre des comptes à Dieu, mais simplement en estimant qu'il y a une règle du jeu, qu'il faut savoir vivre ensemble et que la philosophie, c'est l'art d'être bien dans sa peau, l'art d'être bien dans la relation avec autrui et l'art d'être bien dans la relation avec le monde. Ah oui, c'est ça. Alors donc c'est quand même, c'est une sagesse, la philosophie, puisque dans philosophie, il y a Sophia, la sagesse, c'est ça. Oui, et philo, qui est l'amour, c'est l'amour de la sagesse. Alors ça, C'est c'est l'amour de la sagesse, c'est ça. voilà, c'est une définition de la philosophie. Le philosophe, c'est celui qui aime la sagesse. C'est pas forcément quelqu'un qui est sage. Le sage, c'est peut-être le philosophe accompli, c'est le philosophe réussi. Le philosophe, c'est celui qui va vers la sagesse, et le sage, c'est évidemment celui qui est parvenu à la sagesse, et qui donc connaît cette espèce d'état de quiétude, de bonheur, de béatitude, de présence heureuse au monde. Donc, on peut imaginer qu'il y a peu de philosophes, mais que les sages sont encore plus rares. Oui, alors quand tu penses sage, tout de suite, quel est le philosophe qui a été le plus sage? Est-ce que c'est Épictète? Alors, il y a eu autant de sagesse que de sages et de sages que de sagesse. Il y a eu une sagesse de Socrate, il y a eu une sagesse de Oui, Diogène, de une Platon. sagesse d'Aristide de Cyrène, une sagesse de Platon, une sagesse d'Aristote, et ce ne sont pas toujours les mêmes sagesses. C'est un peu d'ailleurs ce qui fait sourire un certain nombre de philosophes qui disent parfois tant de sagesse, ça n'est pas sage. Il y a des sages qui, pour moi, ont été les meilleurs, parce que je vais choisir les miens d'une certaine manière. Oui, mais c'est pour ça que je te demande, oui, alors Voilà. toi, qui t'a inspiré? Alors, c'est pas Épicure à proprement parler, qui était un philosophe grec, mais sa version romaine, qui était celle de Lucrèce. Donc Lucrèce est un philosophe qui, lui, a écrit un grand poème qui s'appelle De la nature des choses. Et quand je suis rentré à la fac, j'avais 17 ans, je ne croyais pas en Dieu, mais en même temps, je me disais, si on ne croit pas en Dieu, comment est-ce qu'on peut être moral? Et d'un seul coup, je découvre un philosophe qui dit, mais il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de croire en Dieu pour être moral, pour faire le bien, pour vouloir le bien, pour ne pas faire le mal. Et cet homme s'appelait Lucrèce et nous disait, il n'y a que des atomes, tout est atomique. Et ça a été une vraie conversion pour moi. D'ailleurs, je vais bientôt écrire un livre sur Lucrèce, là, pendant le mois de juillet, pour rendre Ouais. hommage à cet homme-là, qui pour moi a été effectivement le plus sage parmi les sages. Comment c'est venu, Michel, dans ta vie, cet amour de la philosophie, d'écrire, l'écriture, le... Est-ce que ça a commencé très tôt pour toi? Alors, il y a deux choses. Il y a l'écriture et le tempérament philosophique, je dirais. Le tempérament philosophique, là, tous les amis qui nous écoutent l'ont eu. Et toi aussi. Je pense que les enfants naissent philosophes et que seuls quelques-uns le demeurent. Quand on demeure philosophe et qu'on a cessé d'être un enfant, eh bien, c'est qu'on a gardé ce qui faisait l'esprit philosophique. C'est quoi l'esprit philosophique? C'est se demander pourquoi. Les enfants demandent pourquoi, tout le temps. Pourquoi Oui, la il nuit pose des questions tout le voilà. temps. Pourquoi la nuit est noire, pourquoi l'eau ça mouille, pourquoi le grand-père est mort, pourquoi le petit oiseau il chante, et pourquoi. On va dire de temps en temps, bah oui, c'est comme ça, et puis arrête de poser des questions, tu es un peu fatigant. Alors qu'il ne faut pas, au contraire, il faut dire, le naturel questionneur des enfants, c'est formidable. Et celui qui, plus tard, continue à poser des questions en disant, mais pourquoi ça plutôt que ça? Pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien, disaient même certains philosophes. Alors là est le philosophe. Donc nous l'avons tous été, et seuls quelques-uns le sont restés, donc ils le sont devenus, pendant que les enfants, la plupart du temps, abandonnent les questions, parce que la plupart du temps, les parents disent arrête de poser des questions, je ne sais pas, parce que c'est comme ça, tu me fatigues, et bien ils renoncent, puis à un moment donné, où à l'école, on leur dit, on va vous donner des réponses aux questions que vous ne vous posez pas. Donc on va dire aux enfants, vous allez apprendre, enfin jadis, vous allez apprendre le débit du Rhône, le numéro du département de l'Orne, les dates de naissance de François Ier. Et vous dites, mais Oui, c'est assez rébarbatif d'ailleurs. les enfants, ils ont envie qu'on réponde aux questions qu'ils se posent et qu'ils ont toujours des bonnes questions philosophiques. Alors, dans la religion juive, on dit que dans les yeshivas, qui sont des universités, ce sont les meilleurs élèves, sont ceux qui posent les bonnes questions. Est-ce que c'est vrai? Toujours, qui posent toujours les questions. On dit aussi, pardon, on dit aussi que dans la vraie vie, tu sais, souvent, il y a des gens qui se protègent énormément et qui posent des questions avant qu'on leur pose. Il n'y a pas de réponse à cette question-là, parce qu'il y a des gens qui sont philosophes en posant des questions, il y a des gens qui sont philosophes en cherchant des réponses, il y a des gens qui sont philosophes en trouvant des réponses. Moi, je suis de ceux qui estiment qu'une question ne doit pas rester sans réponse. Et je ne me pose pas de questions quand je sais qu'il n'y a pas de réponse aux questions que je me pose. Par exemple, je parlais tout à l'heure de la grande question qu'on dit métaphysique, pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien? On se dit, bon, ben, ça va, on peut passer sa vie là-dessus, mais est-ce que c'est vraiment très intéressant? Moi, j'ai envie d'être très pragmatique et de poser les questions que tout le monde se pose, et surtout d'apporter des réponses.
comment vivre, qu'est-ce qu'être heureux, qu'est-ce qu'être amoureux, qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que l'amitié, quel rapport doit-on avoir avec l'argent, avec le pouvoir, avec les honneurs, qu'est-ce que c'est la vieillesse, faut-il faire des enfants, quel rapport doit-on avoir avec les personnes âgées, faut-il lire, faut-il penser, faut-il réfléchir, quel rapport doit-on entretenir à son propre corps. Ce sont toutes ces questions-là qui m'intéressent moi comme philosophe, et surtout les réponses qu'on peut y apporter. Le culte de la question, c'est pas mon affaire, c'est plutôt le fait qu'à chaque fois qu'on Chercher des réponses. trouver une réponse. Pas tant les chercher. Mais est-ce que toi, Michel, au bout d'un moment, avec quand même ta maturité, ton expérience immense, est-ce que tu as trouvé toi-même des vraies réponses à toutes les questions que tu te poses? Heureusement. Heureusement, parce que sinon, je pense que j'aurais laissé tomber la philo si elle ne m'avait pas aidé. Tu te serais mis au piano, dis donc, tu m'aurais accompagné. On aurait fait des concerts. Quelque chose que j'aurais bien aimé faire, pas tant accompagner, parce que ça, non, ça, je sais, on va parler de la musique, parce que je sais que ça, tu adores la musique. Oui, mais oui, il y a des rencontres dans la vie. Je pense que j'ai rencontré un homme qui a été mon maître en philosophie, qui était Lucien Gerfagnon. Mais je pense que si un peu plus tôt j'avais rencontré un pianiste ou un organiste, par exemple, ce qui a failli se faire quand j'étais dans une pension où il y avait un organiste, ouais. et bon, il y a eu un rendez-vous raté, peut-être aurais-je pu m'exprimer dans la musique et dans trouver la musique, oui. Oui, et ne jamais rencontrer la philosophie. C'est un peu ça, la vie. Il y a des chances, il y a des croisements, il y a des rencontres, il y a des gens qu'on a juste croisés, il y a des gens qu'on a vraiment rencontrés, il y a parfois des gens qu'on a percutés. Mais il y a des chances dans la vie, puis il y a des malchances. Il y a plein de gens qui ont eu des malchances dans la vie. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens importants. D'abord, mon père, qui était ouvrier agricole et que j'ai adoré. J'avais ensuite le coiffeur de mon village, qui était un sage, lui, pour le coup, qui avait été résistant, déporté. Et chez lui, on trouvait aussi bien Charlie Hebdo, La Gueule ouverte, Le Nouvel Observateur, mais en même temps, c'est lui qui m'a fait lire Volin, qui est un historien anarchiste russe qui avait fait l'histoire de la Révolution russe. C'est là qu'il m'a fait lire l'archipel du Goulag, par exemple. Enfin, et puis après, j'ai Gerfagnon, qui a été mon grand maître, mon vieux maître. Donc, les rencontres ont fait que je suis devenu celui-ci. D'autres rencontres auraient pu faire de moi, je ne sais pas, un cuisinier, parce que je parle de choses que j'aime, un cuisinier, un œnologue, un musicien, probablement Alors, pas. ouais. Alors justement, tu dis par rapport à l'expérience d'écriture, évidemment, le travail que ça te prend, parce que tu as une vie chargée où tu n'arrêtes jamais d'apprendre, de lire, de te continuer à mettre de l'essence dans ton moteur, si je puis dire. Et puis aussi, je pense aussi que tu enseignes, évidemment, ça c'est important. Est-ce que tu penses que tout ça est complémentaire? Est-ce que l'écriture ne pourrait pas se passer de l'enseignement en même temps, des conférences que tu fais, de l'échange, de la transmission de ton savoir à des élèves, à des personnes? Est-ce que tout ça est complémentaire ou est-ce que tu sépares bien toutes tes diversités? C'est très susceptible d'être séparé, mais c'est inséparable. C'est-à-dire que la vie, l'écriture et l'enseignement, la transmission, pour moi, c'est associé. Je ne vois pas une vie sans lecture, une lecture sans écriture, une écriture sans la transmission. Donc tout ça se tient. Là, par exemple, pendant un an, j'ai souffert de ne pas pouvoir transmettre. J'ai un vrai plaisir à transmettre, à partager, à donner. Je ne vois pas l'intérêt qu'il y a à accumuler des connaissances si c'est pour garder ça tout seul pour soi, en se disant je fais une espèce de petit business de mon savoir. J'ai fait des universités populaires gratuites. J'y ai été bénévole, on m'a viré la plupart du temps parce que c'était toujours gênant pour les pouvoirs en place, mais j'ai toujours envie de donner. Quand je donne, j'ai travaillé en amont. Si j'ai travaillé en amont, c'est que j'ai écrit. Donc quand je parle, ça peut donner l'impression que j'improvise et que c'est facile, sauf que derrière ma parole, il y a du travail, il y a de la lecture, il y a de l'écriture, il y a de la prise de notes. Donc ça, c'est inséparable. Et puis, ça produit des effets dans ma vie, et je me vois mal enseigner des choses que je ne pratiquerai pas. C'est-à-dire si j'enseigne, je ne sais pas, les plaisirs de l'amitié chez Épicure, par exemple, je m'en voudrais de ne pas avoir d'amis et de ne pas être soucieux de mes amis. J'essaie de faire de telle sorte que la théorie et la pratique soient articulées, mais que ce soit aussi articulé dans ma propre existence, dans ma propre vie. En revanche, je sais très bien que si on me disait, voilà, une espèce de cas de figure, tous les éditeurs de France se sont ligués contre vous, et plus jamais personne ne publiera aucun de vos livres, je continuerai à écrire. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas faire des livres qui me conduisent à la télévision, etc. Ça, je le fais parce que je crois à mes idées, mais je crois que je sais, je suis sûr que j'aurai besoin d'écrire toujours indépendamment de la publication, des éditeurs, etc.
Parce que ça Alors, me permet de mettre de l'ordre dans mon esprit, dans ma vie, dans mon existence. ça t'aligne. Oui, c'est une belle expression, ça t'aligne. Il y a aussi, alors justement, tu as une production incroyable parce que à peu près par an, tu écris combien? Deux, trois livres par an? Bah, il y a parfois 6 ou 7 livres. Je sais, c'est pour ça Alors, que il y a je te parfois- demande, est-ce que tu as il y a est-ce que c'est comme ça vient, ou est-ce que c'est préparé en amont, comme nous on peut dire, tiens, on aura un show de musique, un one-woman show. Est-ce que tu prépares à l'avance, tu sais déjà? Là, tu me parles d'un prochain livre, par exemple, sur Épicure par rapport à l'amitié. Mais est-ce que, par exemple, moi, je vais te poser une question. Quel est le philosophe qui a le mieux traité de l'amour? bah, il y a une dizaine de traitements de ce sujet, de ce même sujet. Ce sont des traitements qui sont différents et parfois contradictoires. On renvoie souvent à Platon. Moi, je ne suis pas d'accord avec Platon sur cette question-là, comme sur d'autres questions. Il y a un très gros livre de Schopenhauer qui s'appelle Le monde comme volonté et comme représentation. Dans ce très gros livre, il y a des chapitres qui peuvent être lus à part. Et ça a été publié à part. Il y en a un qui s'appelle Métaphysique de l'amour. Et je Ouais. pense que c'est lui qui a le mieux parlé de l'amour, Schopenhauer. Schopenhauer. Oui. Métaphysique de l'amour. Et la plupart du temps, c'est associé avec un autre livre qui s'appelle Métaphysique de la mort. Et il a Ah, bien parlé de la mort, il a bien parlé de l'amour. En deux mots, si tu veux, Schopenhauer dit nous sommes des individus, mais en même temps, c'est l'espèce qui nous gouverne, qui nous pilote. Donc, en fait, les femmes, elles sont jolies, elles sont belles, elles ont des jolies poitrines, elles ont des jolies fesses, elles ont des jolis seins. Tout ça est fait parce qu'il s'agit d'attirer l'homme qui va lui faire un enfant, parce qu'il faut que l'espèce continue à exister. Donc, ah, regarde. ce qui se joue dans oui, ce qui se joue dans l'amour, c'est la propagation de l'espèce. Mais comme l'individu ne peut pas dire, bah oui, je suis l'objet de l'espèce et c'est l'espèce qui fait la loi, alors on invente l'amour. Et on dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est formidable, j'en ai jamais rencontré une comme ça, je l'attendais, il y a qu'elle dans ma vie, toutes les autres ne comptent plus pour rien du tout, quelle beauté, comme c'est formidable, etc. Et Schopenhauer dit, oh là là, attention, illusion. L'individu s'illusionne parce que c'est l'espèce qui fait la loi en lui. Après ça, amour, relations sexuelles, enfants, maternité, procréation, etc. Et puis d'un seul coup, on se dit, bon, bah ça y est, l'espèce a fait son boulot, elle a juste fait le nécessaire pour qu'un homme plus une femme fabrique un enfant qui lui-même va refaire un couple qui refera des enfants, etc. Et il dit, après, on raconte des histoires. On appelle ça l'amour, mais l'amour est une fiction. Je Oui, pense qu'il dit la vérité sur l'amour. Alors, on peut, après, à partir de ce constat-là, se dire, mais ça se construit, une relation après. Le ça se couple, ça se construit, oui. construit. Et ça, c'est une autre définition de l'amour. Alors, pour le coup, on revient à Lucrèce, dont je parlais tout à l'heure, Ouais, et lui explique que le couple, ou Nietzsche, par exemple. Nietzsche nous dit le oui. couple, c'est l'occasion de se dépasser plus et mieux encore. Et lui dit que le couple, c'est l'occasion du surhumain, ou même faire des enfants, c'est l'occasion du surhumain. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir une femme pour avoir une femme, ou un compagnon ou une compagne pour avoir un compagnon ou une compagne, mais juste pour construire quelque chose qui nous permet de nous dépasser. Donc on peut avoir cette vision tragique de l'amour en disant c'est l'espèce qui fait la loi, et puis en même temps cette sagesse qui nous permet de dire, ça s'effondre, cette sagesse qui nous permet de dire, eh bien l'amour ça existe tout de même, et ça se construit. Ça se construit parce que c'est une amitié amoureuse, parce qu'on construit quelque chose qui fait qu'on se dit, mais je ne pourrais pas envisager la vie sans cet être-là qui m'est essentiel. Ça pour le coup, c'est ma définition de l'amour. Alors justement, on parle de femmes. Alors dans tout ça, parce que quand même, quand du début de l'histoire de la philosophie, bah, il s'avère que on n'a pas entendu beaucoup de femmes, on n'entend pas parler de femmes philosophes pendant tous ces philosophes grecs, etc. Où est la partie de la femme? Moi, écoute, peut-être que je me suis plantée, mais j'ai le souvenir, en tout cas, nous, par rapport à la France, que des Françaises, on commence à citer Simone de Beauvoir ou Simone Veil, mais à partir des années 50. Et que avant, bon, ben, moi, c'est ça que je voulais te poser comme question. Est-ce que dans l'Antiquité, dans tout ce qu'on a connu, on n'a jamais entendu une femme philosophe? On ne peut pas lire quelque chose sortant d'une femme à cette époque-là? Mais pas seulement à cette époque-là. Il y a un jour quelqu'un qui m'a dit, mais enfin, j'ai écrit une histoire, une contre-histoire de la philosophie en 12 volumes. Et on m'a dit, mais Ouais. femmes, pourquoi est-ce que vous avez refusé les femmes? J'ai dit, mais qu'est-ce que vous imaginez? Qu'il y aurait des philosophes femmes et que je n'en aurais pas parlé par misogynie, par phallocratie? Je dis, non. Eussé-je souhaité la parité, que ça n'est pas possible, ça n'est pas pensable. Elle n'existe pas. Alors, on peut toujours C'est trouver, vraiment hein. vrai. Alors là, ça n'existe pas. Ouais. Si on est un peu érudit, on a par exemple Théanée, Périctionée, enfin qui sont des femmes pythagoriciennes, et on lit ces textes-là, on se dit mais c'est une plaisanterie, c'est pas possible que des femmes aient pu écrire des choses pareilles.
Ce sont des femmes pythagoriciennes qui nous disent, mais la femme est faite pour le repos du guerrier, elle est faite pour son mari, elle est là pour faire la cuisine, la vaisselle, le ménage, elle est là pour s'occuper du bien-être et du repos de son mari, elle doit être docile, soumise, obéissante, etc. Voilà Wow. les traces qui nous restent de quelques femmes dans l'Antiquité. Il y en a une qui est formidable, qui s'appelle Hypatie, et qui Oui. s'est faite tuer par les chrétiens, mais en même temps, elle était plus mathématicienne que philosophe. Il y a eu, par exemple, Hipparchia, qui était la compagne d'un philosophe cynique. Le philosophe cynique de l'Antiquité, c'était une école particulière. Cynique en Ouais. chien, en grec, ça veut dire chien. Ils se réunissaient auprès du cimetière pour chiens en disant qu'il faut se comporter comme des chiens. En fait, il faut mordre qui nous fait du bien, il faut lever la patte et pisser sur les gens, il faut se masturber sur la place publique, parce qu'après tout, ces choses-là doivent être simples, etc. Et Cratès dit, mais bah, par exemple, moi j'ai des relations sexuelles avec ma femme, mais c'est dans mon lit, et les autres ne me voient pas, mais pourquoi pas sur la place publique, j'ai rien à cacher. Donc, on connaît le nom d'Hipparchia, qui est une femme philosophe cynique de Hipparchia. Ah bah ça, Hipparchia. tu vois, je vais m'intéresser très près. Je vois ça, oui. C'est un modèle. Et qui se trouve chevauché par Cratès dans la rue. Alors, dans l'Antiquité, l'anecdote est là pour raconter des choses. Elle n'est pas forcément vraie. Ce que nous disent Cratès et Hipparchia dans cette aventure, c'est que finalement, ce que nous faisons en nous cachant, mais que tout le monde fait, la masturbation, la relation sexuelle ou ce genre de choses, on dit ah, ne me parlez pas de choses pareilles, etc. Et ils nous disent bah si, ce que nous faisons chez nous, nous le faisons dans la rue aussi. Et Diogène se masturbait sur la place publique, Cratès et Hipparchia copulent sur la place publique et disent bah, il s'agit de reprendre goût à la nature. Il y a trop de culture dans notre existence et il faut beaucoup plus de nature. Donc, tu vois, Théaïtier, Périctionné, Hipparchia, il n'y a pas grande philosophe. Après ça, dans l'Antiquité, on ne va pas faire une histoire de la philosophie, mais il y a 10 siècles de Ah philosophie. si. Je suis passionnée, je t'écoute et de toute Bon, façon, regarde, tout le monde suit, tu sais, et je vais te dire, ce live qu'on fait en direct ce soir, ensuite il part sur Facebook, sur ma chaîne Liane Folie officielle YouTube, et tout ça fait des petits. Donc on intéresse beaucoup de monde en ce moment. bon, alors faisons des petits. Et On va donc, faire des petits, voilà. quand le christianisme s'impose, il y a des philosophes qu'on appelle des pères de l'Église. Alors là, pour Oui. le coup, il y a 10 siècles de philosophie dont on ne parle jamais. Mais là, zéro homme. Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nice, Méthode d'Olympe, enfin, tous ces gens, on ignore leur nom. Saint-Augustin, on connaît plus le nom de Saint-Augustin. Mais Oui. là, pour le coup, on efface totalement les femmes. Par la suite, il y a une période qu'on appelle la scolastique. Scolastique, en latin, scola, c'est l'école, c'est la philosophie de Oui. l'université. Pas de femmes. Ou l'anecdote. Abélard, Héloïse, il y a une histoire, on connaît l'histoire d'Abélard et d'Héloïse, mais Abélard est amoureux d'Héloïse, et puis l'oncle d'Héloïse n'aime pas beaucoup que Abélard, qui est un prêtre, puisse aimer Héloïse, et donc il lui coupe le sexe, il lui sectionne les génitoires. Donc on connaît Héloïse et Abélard, parfois leur correspondance, mais la pensée d'Héloïse et Abélard, on ne connaît pas trop. Il y a une femme qui aime beaucoup Séverine Auffray, qui est une chère amie qui a fait un séminaire d'histoire des idées féministes à l'Université populaire, et qui s'appelle Gabrielle Suchon. Et elle a écrit sur Gabrielle Suchon au XVIIe siècle des très belles pages. L'œuvre complète n'est pas publiée, hélas, mais là on pourrait commencer en disant au XVIIe siècle, il y a une vraie femme philosophe dont on ne parle pas beaucoup. Et puis, il y a eu des femmes comme Madame du Deffand, par exemple, ou Madame Helvétius, qui étaient des femmes des salons, des salons d'avant la Révolution française, qui n'écrivaient pas forcément, mais qui parfois, comme Madame de Lespinasse, pouvaient aussi écrire, et on n'a pas dit que c'était des philosophes. Pourtant, il y a une vraie dimension philosophique chez ces femmes, donc on pourrait effectivement parler d'elles. Au 19e, un peu, par exemple, on a des socialistes, on a Louise Michel, qui est une femme anarchiste, Oui, bien sûr. qu'on connaît, mais qu'on lit peu. Et pourtant, on lit éventuellement son autobiographie ou son histoire de la Commune, alors qu'elle a beaucoup écrit. Et puis évidemment, tu en parlais tout à l'heure, le XXe siècle, où on voit apparaître Simone de Beauvoir, Simone Veil, la philosophe, hein, pas la femme politique, Oui. ou par exemple Hannah Arendt, qui a été un personnage important, qui a pensé la question du totalitarisme, une femme très importante aussi dans l'histoire de la Benoît de philosophie. Groult aussi. Alors après ça, le problème c'est que il y a des gens qui estiment qu'il y a de la littérature, qu'il y a des essais, Oui. de la philosophie, À tendance philosophique. voilà. Et on dira, mais non, un philosophe, c'est la plupart du temps quelqu'un qui utilise des mots compliqués pour dire des choses compliquées aussi, et qui complique le monde. Et les femmes ne sont pas comme ça. Les femmes simplifient, au bon sens du terme. Elles n'ont pas besoin de faire de l'esbrouf. Les femmes sont bien plus malignes que les hommes sur plein de sujets. Moi, j'aime beaucoup le vin, par exemple. Et quand on fait une dégustation de vin à l'aveugle,
vous avez toujours les hommes, ils mettent le nez dans le verre, là, alors il y a une carafe, on ne voit pas le vin, on ne sait pas ce que c'est, on ne voit pas l'étiquette, donc, et les gens, les hommes commentent. Alors évidemment, c'est un truc de mec, donc il faut faire le malin, quoi. Il ne faut pas dire, ah, c'est un bon Bordeaux. C'est un bon... Ça, c'est typiquement français. Non, non, pas du tout. C'est un vin californien. Oh bien là, il y a du chardonnay. Non, non, il n'y a pas de chardonnay, etc. Alors donc les hommes sont dans une espèce de rivalité comme ça. Et ils ont peur, évidemment, de dire une bêtise. Si d'un seul coup, à table, vous prenez un Bordeaux pour un Bourgogne à l'aveugle, d'un seul coup, vous passez pour un crétin. Les femmes, elles arrivent, elles prennent ça, elles disent, ça, c'est un Bourgogne. Ben oui. Et pourquoi? Alors d'abord, il y a des... On Pardon? nous demande, Michel, si tu as connu Marguerite Duras. Si je l'ai connue personnellement. Oui. Non, 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 je ne l'ai pas connue personnellement. J'aurais pu, à une époque, hein, jeune homme, alors qu'elle était une dame âgée, mais moi, je ne vis pas à Paris, je ne suis pas dans les millions de mondains et parisiens. Je n'ai jamais vu l'intérêt d'aller embêter les grandes figures, par exemple. Ça n'a jamais pour moi été une grande figure. Hein. C'est un grand écrivain, entendons-nous bien, mais j'ai par exemple aimé Sioran, j'ai aimé Deleuze, mais j'aurais pu rencontrer Deleuze ou Sioran. On s'est écrit, on s'est envoyé des lettres, mais je me voyais mal dire toc toc toc, bonjour, je voudrais vous parler. Je suis rien du tout et je voudrais parler à Deleuze. Je me dis, mais on ne fait pas des choses comme ça. Mais non, donc, bien sûr que non. Voilà, donc je n'ai pas rencontré Marguerite Duras, je n'ai pas eu le désir non plus de la rencontrer. Humainement, c'est pas terrible. Je veux dire, bon, elle a distribué le papier pendant l'occupation pour les presses de Vichy, elle a couché avec un gestapiste pendant que son mari était déporté, elle a été résistante avec François Mitterrand dans les années où effectivement il reste quelques mois pour être un peu résistant, etc. Et puis sa littérature m'emballe pas plus que ça. Si on veut vraiment, pour moi, une femme que j'aurais pour le coup aimé rencontrer, c'est Marguerite Yourcenar, qui est c'est ça. extraordinaire et oui. Les Mémoires d'Adrien, formidable. Alors tu vois, je pense que les Mémoires d'Adrien, c'est un livre de philosophie d'une certaine manière. Mais sous forme quelqu'un qui me dirait, bah, par exemple, bon, je ne suis pas très philosophe, comment est-ce que je peux faire pour rentrer dans la philosophie? Je pourrais conseiller les Mémoires d'Adrien. Parce que tout le monde peut lire et comprendre. Et en même temps, elle a fait un travail formidable sur cet empereur romain. Elle fait une espèce de biographie de l'Empire, une biographie de Rome, une biographie, bien sûr, d'Adrien, de son chéri, qui s'appelait Antinous. Elle était aussi homosexuelle, Marguerite Yourcenar, donc c'est aussi une espèce d'autobiographie. C'est un très beau livre, c'est un chef-d'œuvre pour moi. Et de fait, elle fait de la philosophie, mais avec un roman. Alors, ce qu'il faut dire à nos amis internautes, c'est que tu es un féru et un spécialiste de Rome. Tu adores l'Italie, tu adores Rome et tu connais, enfin, tu es passionné par toute l'histoire antique de Rome. Oui, ça, j'ai parlé tout à l'heure de mon vieux maître Lucien Gerfagnon et je suis tombé dans le chaudron. J'étais amoureux de Rome quand j'avais 17 ans. Et mon premier voyage, d'ailleurs, j'ai dit, mes parents étaient modestes, ils n'avaient pas d'argent, donc j'ai pris l'avion tardivement, j'ai pris des vacances tardivement. Et mon premier voyage à l'étranger, ça a été Rome, sur les traces de mes philosophes, quoi. Et pas seulement des philosophes, Juvénal, Perse, Ovide, enfin tous les écrivains de Rome. Et à l'époque, je connaissais par cœur le Forum romain. Je connaissais toute l'histoire où on avait décapité Cicéron, on lui avait mis une épingle d'or dans la bouche, sur la langue, on avait posé la tête sur ce qu'on appelait les rostres, c'est-à-dire les proues de bateaux sur lesquels avec lesquels on avait été victorieux, enfin, dont on avait été victorieux, pardon. Le lac Curtius, un jeune homme qui s'est jeté dans un lac pour se sacrifier en disant voilà, j'offre ce qu'il y a de plus beau, et d'un seul coup, on a assaini l'endroit, on a pu fabriquer une civilisation, une cité, etc. Enfin, c'est formidable. Est-ce que ça serait une ville où tu aimerais vivre? J'ai des problèmes avec les langues étrangères. Moi, je suis nul en langues étrangères. Et j'aurais du mal à vivre dans une ville dont je ne parle pas la langue, dans un pays dont je ne parle pas la langue. Mais toi qui apprends tout, ça serait vite fait pour toi. Non, je n'apprends pas tout, non, non. Je connais mes limites, je suis très nul en maths, je suis très nul en chiffres, je suis très nul en langue, je suis très nul en jazz. Enfin, il y a des choses qui ne marchent pas, ça n'imprime pas. Et j'aime bien la fluidité dans l'échange, dans le langage, etc. Alors j'ai fait un peu d'espagnol, j'ai fait un peu de latin, j'ai fait un peu d'anglais, j'ai fait un peu d'allemand à l'école, comme tout le monde, mais je suis nul en tout. Ah non, pas comme tout le monde, moi j'ai pas fait d'allemand. Quand on a fait collège et lycée, on a fait... Oui, collège, on a des langues, ouais. Mais je suis nul. Espagnol, anglais, oui, allemand, ce sont les langues qu'on apprend. Non, puis je suis tétanisé. Pardon ? Je suis tétanisé par les langues en plus. Ah, c'est vrai, c'est quelque chose qui t'attire pas. Pas que ça m'attire pas, au contraire, j'aimerais moi être polyglotte. Hein. Mais par exemple, hein, j'avais des très bonnes notes en espagnol parce que j'étais grand commençant, comme on dit. Bon,
Non, donc on commence en seconde. Si au bout d'un trimestre on est nul, c'est que vraiment on est nul. Et donc j'ai eu une très bonne note en espagnol, mais dès que je me suis trouvé en Espagne et qu'il a fallu parler en Ah, espagnol, là, c'était catastrophique. J'étais un jour à Barcelone et j'ai fait une belle phrase en espagnol parce que j'avais souhaité, j'avais vu que des gens faisaient des cafés glacés, c'est très bon. On prend un ouais. café dans un verre, on met des glaçons, le chocolat est chaud, et le café est chaud, on verse dedans, on tourne, peut-être ça fait un café glacé, c'est formidable, quoi. Et je demande au garçon qui m'amène un café glacé, quoi. Le garçon, oui, il revient et il m'amène un café au lait brûlant. Et là, il y a dû avoir un truc qui ne va pas, quoi. Quelques temps plus tard, je me retrouve ailleurs en Espagne, plus à Barcelone, mais à Séville, et il y a ce qu'on appelle la manzanilla, qui est vraiment un alcool extraordinaire. Au citron? Commande, pardon? Non, pas au citron, je sais plus. Non, 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 On non. voit pas. Limoncello, tu confonds Oui, peut-être c'est ça. Non, non, en, mais en Italie. ouais. Et là, on est en Espagne, et je commande ça, et le type me dit formidable, il plein été, il faisait très chaud, etc. Il m'a amené une camomille bien chaude. Ah oui, donc Non, t'as pas su bien. alors après, on m'a dit oui, mais enfin, tu es un peu pardonné parce que Manzanilla, dans ce coin-là, c'est pas seulement l'alcool, c'est aussi, etc. Bon. Mais dans la mesure où je ne maîtrise pas la langue, je suis tétanisé et je préfère me taire. Ce qui fait que, voilà, je ne suis pas Alors, terrible. par rapport, on va bientôt évidemment parler de tes passions, etc., dont la musique, je sais que c'est une grande passion pour toi, mais euh, par rapport aux philosophes, le côté est-ce que Jean-Jacques Rousseau était quelqu'un d'important pour toi Alors oui, parce que je l'ai lu tôt aussi, et quand par j'ai lu, rapport à la nature et à son, oui, justement, voilà. à son plaisir? Lui, il dit que en fait, il faut équilibrer les libertés individuelles et le concept de la vie en sociale, quoi. C'est un peu, Faire des concessions, c'est ça? c'est la leçon du contrat social, ça. Mais il y a plein de Rousseau. C'est-à-dire, il y a un Rousseau qui déteste la civilisation, celui de discours sur les sciences et les arts, ou du discours sur l'origine de l'idée qui était parmi les hommes. Il y a celui qui nous dit qu'il faut fabriquer un contrat social pour vivre ensemble, la volonté générale, c'est-à-dire l'individu n'existe pas, il doit se plier au bien de la communauté, et ça c'est le contrat social. Il y a le pleurnicheur, celui des confessions, tout le monde me déteste, personne ne m'aime, je suis pourtant gentil, pourquoi les gens me détestent autant, etc. Il y a le grand romantique que j'ai aimé. Moi, j'ai adoré les rêveries du promeneur solitaire. Quand j'ai lu ça en Ah, oui. première, c'était formidable. Donc, j'étais Ouais. rousseauiste pour les rêveries à l'époque. Mais quand on lit tout, et ça, c'est plutôt ma méthode, on lit l'œuvre complète, la correspondance complète, des biographies, et là, on rentre intimement dans la pensée de quelqu'un. Je me suis dit, voilà, quelqu'un qui a dit des sottises, hélas, dangereuses, quoi. C'est-à-dire que Robespierre s'est inspiré de Rousseau, et hélas, la terreur, on sait ce que c'est, on s'est mis à couper des têtes sous prétexte de réaliser la liberté et le bonheur du peuple. Et ça Ouais. procède de Rousseau. On n'a pas grand temps pour rentrer dans le détail de ces choses-là, Bien mais sûr. le contrat social est un texte assez dangereux. Il ne laisse pas de place à l'individualité, à la subjectivité. Alors, Michel, est-ce que tu es plutôt cartésien? Est-ce que tu es spirituel? Quels sont à quoi où est-ce que tu prends la force de vivre, d'avancer, de faire tout ce que tu fais chaque jour? Je ne la prends nulle part, elle est là. Je crois qu'elle est donnée. Les individus naissent plus ou moins chargés, comme des batteries, et certains ont la chance d'être chargés, d'autres moyennement chargés, d'autres pas chargés du tout. Certains se déchargent très vite. Moi, j'ai la chance d'avoir cette énergie, donc je ne vais pas la chercher ailleurs. Ça, c'est sûr qu'il n'y a pas pour moi de ce qu'on appelle de transcendance, d'au-delà. Il n'y a pas pour moi de divinité, de Dieu, quelle qu'en soit la forme. Il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de vie à côté de la vie ou en dehors de la vie. Je n'ai pas de religion, je n'ai pas de spiritualité qui supposerait un au-delà. Ma spiritualité, elle est matérielle, c'est-à-dire que c'est la vie de l'esprit. Et l'esprit, c'est ce qui fait que toi, tu es plus que toi. C'est-à-dire, c'est ta voix, c'est ton regard, c'est ta démarche, ta façon d'être, c'est un mélange de tout ça. Donc l'âme est matérielle pour moi. C'est-à-dire, dès que tu disparais, ton corps meurt, mais il restera de toi ton âme. Mais cette âme, elle est ici et maintenant. Donc moi, je ne cherche pas un sens à ma vie au-delà de ma vie. Le sens de ma vie, il est là. Quant à l'énergie, j'ai de la chance d'en être doté comme ça, quoi. Je me lève le matin en me disant, c'est formidable, je vais à mon bureau, j'écris, je parle, je fais des conférences, et les gens achètent mes livres, et je peux vivre du fait que j'écrive des livres, etc. C'est un bonheur total. Un cadeau du ciel. Oui, alors non, je dirais pas un cadeau du ciel, ou alors de manière métaphorique.
Mais C'est c'est un cadeau, d'où il vient d'où alors ce cadeau? C'est toi qui l'as créé. une loterie, hélas. Il y a des, ben, je dis, Ah, toi, tu penses que la vie est une loterie? oui, 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 oui. J'ai un petit Ah, frère, par exemple, j'ai un petit frère, j'adore mon petit frère, mais il a 3 ans de moins que moi, il va bientôt avoir 60 ans, bah, qui lui n'a pas tiré les mêmes numéros que moi et travaille durement, c'est difficile, c'est compliqué, la vie ne lui est pas facile, il est diabétique, enfin bon, voilà, et on se dit, pas plus qu'il n'a choisi ce qu'il est, j'ai choisi ce que je suis non plus, quoi. Donc c'est un peu comme, la vie c'est un peu comme quand on sort d'une tranchée en 14, quoi, en 14-18, à un moment donné, il y a un coup de sifflet, on est dit allez hop, on y va, quoi. Et tout le monde sort des tranchées, tout le monde y va, il y en a un, il va se prendre une balle dans la tête, il est mort. Et puis il y en a un, il va sortir et puis il va faire 200 mètres, 300 mètres, ça meurt partout autour de lui, il n'y aura rien du tout. Et puis il y en ouais. a un autre, il va se prendre un éclat, mais un éclat qui va lui faire sauter une partie du visage et ça va être une gueule cassée. Puis il y en a un autre, il va se prendre un éclat, mais dans le bras, et il va être évidemment blessé, mais il va échapper à la mort parce qu'il va aller. Eh bien la vie c'est ça. Il y a des gens qui se prennent une balle dans la tête tout de suite, il y a des gens qui traversent sans encombre, il y a des gens qui sont abîmés. Et Donc, c'est il y a pas de sens. Alors, toi qui es philosophe, la vie, il n'y a pas de sens. On est, on meurt et hop, ça y est. Et tout ce qu'on a fait pendant notre vie terrestre, ça s'envole en fumée. Ça, comment ouais, tu perçois ça? oui, il n'y a pas de sens. Oui. Le sens, c'est qu'il n'y a pas de sens. Parce que moi, C'est j'adore. là où on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. Ce soir, je suis pas là pour dire ce que je pense, mais pour t'écouter Bah, tu et pour vois, accepter ce que tu dis, parce que ça me fait réfléchir. Mais tu vois, j'adore, moi, quand j'ouvre les fenêtres dans la maison de mon village, tu vois, j'ouvre les fenêtres, il y a des oiseaux. Et quand tu regardes la vie des oiseaux, tu te dis, mais personne ne dit que les oiseaux ont choisi quoi que ce soit, tu vois. Et tu dis, c'est quoi le sens de la vie d'un oiseau? Il arrive au monde, il vit sa vie, il se reproduit, il disparaît, il meurt, et puis voilà, un autre prend la place, et on se dit, il n'y a pas de paradis pour les oiseaux, il n'y a pas de, tu vois, il n'y a rien de tout ça. Ben, pour nous, c'est pareil, c'est exactement la même chose, sauf que nous, on est conscient de ça. Le petit merle, ou le rossignol, ou le rouge-gorge, ou le verdier, ou le merle ne sauront pas qu'est-ce qu'on en sait? ah ben, on en sait qu'il suffit de voir et de regarder. C'est-à-dire que s'il y avait Donc, oui, ouais, pardon, un je te sens laisse de l'au-delà, un sens de la spiritualité, ça se verrait. Nous, nous fabriquons des œuvres d'art. Malraux appelait ça un antidestin. Il n'y a pas d'art chez les animaux. Tu vois, les animaux, il y a un instinct, ils se reproduisent, ils fabriquent des beaux nids. Moi, je collectionne les nids. Tu vois, non pas que j'ai une folie de ces choses-là, mais de temps en temps, il y a des nids, je les récupère, je mets ça sur ma bibliothèque, c'est une beauté, c'est une forme parfaite, c'est le cosmos, tu vois. Mais il y a pas des cours au cours desquels on dit aux oiseaux, vous allez apprendre à faire un nid, vous faites comme ceci, vous faites comme cela, etc., quoi. Ils obéissent à leur destin qui leur fait se reproduire, construire des nids, etc., etc. Nous, nous obéissons pareillement à notre destin. Mais comme on a un peu de cerveau en plus, eh bien, on dit non, nous, c'est pas pareil, il y a une vie après la mort, il y a un destin, il y a ceci, il y a cela. Mais Et non, en est-ce fait. que ce genre de choses, tu veux pas du tout en entendre parler, tu n'es pas du tout, ou est-ce que tu es ouvert, tu acceptes qu'il y a d'autres gens qui ont des croyances, qui ont des vrais signes, qui ont des vraies choses qui arrivent dans leur vie. On en a beaucoup parlé ensemble Oui, d'ailleurs concernant. mais bien Donc, sûr que j'y consens et que j'ai évidemment rien à dire à ça. Mais je reste devant ça. Bon, j'ai par exemple perdu ma compagne, et il y a une époque, il y a des gens qui m'ont dit, mais elle reviendra, elle te réapparaîtra. Je dis, mais comment ça, elle me réapparaîtra? Il me dit, oui, dans ta vie. Je dis, mais comment ça, dans la vie? Comme ça, par le souvenir. Non, pas du tout, elle te réapparaîtra. Je dis, non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Si, si, un jour, physiquement, tu verras le corps, c'est un corps spirituel, mais vous vous parlerez, etc. Je ne peux pas dire grand-chose à des gens qui me disent une chose pareille. Ça dépasse l'entendement pour moi. oui, C'est il bien faut sûr, que je les gens comprends. reviennent et qu'en même temps, on peut avoir une conversation avec eux, puis qu'ils repartent. Ou qu'éventuellement, ils ne sont pas là, mais qu'ils sont là. Donc, ils n'ont pas la forme d'un corps réel, mais qu'en même temps, ils entendent, ils interviennent, ils intercèdent. Et que dans ma vie, par exemple, eh bien, des morts seraient bienveillants et me voudraient du bien et feraient des choses qui me permettraient d'être ce que je suis. Que, par exemple, quand j'écris, que j'écris si simplement, si facilement, eh bien, j'écris sous la dictée. Mais j'écris sous la dictée de morts qui me veulent du bien. J'entends tout ça. Je ne crie pas à la folie. Je dis juste que je n'y crois pas. Si, si, tu cries, tu chantes à la folie. Alors maintenant, on va parler musique parce que tu es vraiment un passionné de musique et ça, je le sais. Et donc, et puis tu es un vrai grand connaisseur de la musique classique. Si, 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 tu es humble. Mais c'est parce que c'est quelque chose, alors là, pour le coup, qui t'a touché en plein cœur, la musique. Oui, juste une remarque sur ce que tu dis. Je ne suis pas humble parce que je pense que
quand on ne lit pas la musique, ce qui est mon cas, quand on ne la déchiffre pas, on ne peut pas bien connaître la musique. On est un amateur. Je suis un Non, non, amateur. quand je dis tu connais, ça veut dire qu'on peut aussi aimer la musique comme ça. Toi, tu t'y intéresses, tu connais les œuvres qu'il a écrites, comment ça s'apporte. Enfin, tu vois, je veux dire, tu t'y Oui, connais, quoi. oui, je m'y connais. Oui, je Oui, peux parler de ce qui distingue la musique française de la musique italienne. Je peux parler de l'opéra allemand. Je peux oui. parler du dodécaphonisme et ce genre de choses. Mais c'est de Eh ben, l'histoire tu de t'y la musique. connais. Non, non, c'est l'histoire de la musique. En revanche, dès qu'il s'agit d'entrer, par exemple, j'ai eu des amis qui à une époque m'ont expliqué des choses, mais comme ça, en passant. J'adore, par exemple, mon ami Eric Tanguy, qui est compositeur, et de temps en temps, il s'est installé au piano, puis il me dit, bah, par exemple, il commence à m'expliquer des choses qui apparemment sont pour lui le b.a.-ba. Je dis, mais là, c'est trop compliqué, les accords de septième dominante, je ne sais quoi. Enfin, je dis, mais c'est trop compliqué pour moi, je Oui, n'ai mais pas ça, rien. c'est normal, c'est de la technique. C'est comme toi, va demander à un musicien d'écrire ce que tu fais, tes pavés là, sur la sagesse, laisse tomber. C'est pareil. Oui, mais si on n'entre pas dans la technique de la musique, est-ce qu'on peut vraiment en parler bien? Je ne crois pas. Donc j'en parle comme un amateur. Donc Oui. déjà pas mal. Parce qu'effectivement, on peut avoir une conversation sur des musiques, des musiciens, des Alors, époques, des périodes. que préfères-tu en musique? La musique qui me plaît. C'est-à-dire que j'ai pas d'a priori, comme des gens disent, oh, mais moi je préfère le Bordeaux au Bourgogne. Je dis alors vous n'aimez pas les vins, quoi. Voilà, c'est tout. Et quand on aime les vins, on aime les vins qui nous plaisent, qui nous font du bien, qui nous surprennent. Et puis accessoirement, ils sont Bordeaux Bourgogne. Je ne vais pas dire, mais moi j'adore Wagner, c'est quelqu'un. Donc je ne dois pas aimer Mozart. C'est faux, j'aime les Bien deux. sûr. Et du genre, moi j'aime l'opéra italien, ça veut dire que je ne peux pas aimer l'opéra français. C'est faux. J'adore Puccini, mais en même temps, j'adore Péléas et Mélisande. C'est pas contradictoire. J'aime des musiques qui peuvent m'émouvoir. On s'est rencontrés comme ça, toi et moi. C'est-à-dire qu'on a eu l'occasion un jour de se rencontrer, de se parler. Je lui ai dit, mais moi, j'adore un certain nombre de tes chansons. Et il y a des chansons qui, pour moi, fait partie, avec Mylène Farmer, avec Christophe, avec Bachung, qui est des univers poétiques, des univers lyriques qui m'ont accompagné et qui m'accompagnent toujours. Donc là, j'ai du plaisir. Et je ne dis pas, non, c'est ta chanson, c'est indigne. Donc, il y a des moments où j'ai besoin de Bach, et puis il y a des moments où j'ai besoin d'écouter une de tes chansons, parce qu'il y a un moment où j'ai par exemple une obsession avec l'affaire Louis Trio. J'adore cette chanson de l'affaire Louis Trio, dont j'oublie d'ailleurs le titre tellement je l'aime, mais Chic Planète, non. une chanson lente. Il y a une contrebasse de guitare, et c'est Mobilis Immobilier. Ah oui, c'est magnifique. Est-ce que tu sais que ça, je ne te l'ai pas dit parce que tu ne le sais pas, mais l'affaire Louis Trio, c'était mes voisins d'enfance. Ah On oui. habitait les uns en face des autres et on était à Lyon et on voulait, on faisait de la musique depuis très très jeune et on voulait monter à Paris, à la capitale, pour faire carrière. Et, et j'ai toujours pensé que ces garçons avaient vraiment beaucoup de talent, énormément de talent. Et Hubert Mounier, c'était vraiment un compagnon. Voilà, on était à l'école ensemble, on était dans le même quartier, qui avait un talent fou. Et donc, l'affaire Louis Trio, ça a été vraiment un groupe unique, très atypique, très. Est-ce que tu connais, tiens, on dit coucou à mon frère Philippe qui est à Los Angeles, tu vois, qui nous suit. Est-ce que tu connais, et Marie-Paul Belle, coucou Marie-Paul. Est-ce Oui. que tu connais justement un jeune groupe de deux frères qui s'appelle Terre Noire? Parce que ça va beaucoup te plaire, ça, Michel. Donc, c'est un Non, groupe de deux garçons qui sont deux frères et qui s'appelle Terre Noire. Je t'invite à les écouter. Voilà, d'accord. quand tu pourras. Mais en tout cas, merci pour. Moi, je suis ravie si je peux t'accompagner et te donner du baume au cœur avec ma voix en même temps que tu es inspiré pour écrire. Il y a des chansons inépuisables, c'est ça l'intérêt. C'est-à-dire que il y a des chansons qu'on a comme ça, comme des ritournelles dans la tête, et puis un jour, elles sont épuisées. Donc on se dit, ouais, je me souviens, j'ai aimé ça, mais j'aime plus aujourd'hui. C'est pas qu'on n'aime plus, mais c'est qu'on est passé à autre chose. Et puis des chansons qui nous accompagnent, elles sont toujours là. Et je crois qu'il faudrait travailler avec des spécialistes de neurosciences, parce que ça s'est inscrit dans le cerveau, à des époques qui sont évidemment des époques perdues, donc une espèce de nostalgie. Des chansons, des musiques, des rythmes sont associés à ces périodes-là. Et singulièrement, chaque matin, quand je me réveille, j'ai une musique dans la tête. C'est assez singulier. C'est-à-dire que je me dis, il y a un moment dans mon réveil qui fait que dans mon cerveau, il se passe de la musique.
des Ça mélodies. déclenche quelque chose chez toi et ça te donne une envie d'accoucher, entre guillemets, de quelque chose. Dès que je me réveille, il y a toujours une mélodie à récupérer parce qu'elle est là dans ma tête. Et puis, voilà, après, je prépare mon petit-déj, je Et prends ma d'ailleurs, et thé. d'ailleurs, ce qu'on peut aisément dire à nos amis internautes, c'est que nous allons collaborer ensemble sur mon prochain album et que voilà, c'est un petit secret entre nous, mais on peut leur dire ce soir et c'est la raison pour laquelle moi j'aime beaucoup ce que tu fais et justement, et ça serait vraiment un bonheur parce que je pense que tu trouveras les mots justes voilà, pour que je les chante. Et j'aimerais chanter tes mots, tout simplement. Voilà, tes mots M-O-T-S, hein, pas tes mots M-A-X, parce que… Moi, je crois qu'il y a les chansons inépuisables, dont je disais tout à l'heure qu'elles étaient inépuisables, sont les chansons qui incarnent la poésie telle que je l'aime. C'est-à-dire qu'il y a eu Mallarmé, qui est une grande catastrophe en poésie, Mallarmé, parce que la poésie s'est trouvée confisquée par les intellectuels qui ont estimé que si c'était très cérébral, incompréhensible, etc., alors là, ce serait formidable. Mais on se dit, certaines de tes chansons, ce dont je parlais tout à l'heure aussi, si on sort l'aspect paillettes, télévision, électricité, musique, etc., on sort le texte un peu à l'aveugle, on parlait du vin à l'aveugle tout à l'heure, tu t'en souviens, tu sors le texte et tu dis, lis-moi ce texte, c'est de qui? Ça te plaît pas? Et là, si on ne dit pas de qui est le texte, à ce coup, on dit, ah ouais, c'est un beau poème, ça me plaît assez, etc. On dit, ouais, voilà, c'est une chanson de un tel ou un tel. Et c'est une façon pour la poésie d'être populaire, et ça me plaît. Alors après, il y a des chansons qui sont moins poétiques, mais qui sont quand même sociologiques. Des chansons de Claude François, de Michel Delpech, Oui, de Stone et Chardin, de je sais pas quoi, enfin, de ma jeunesse, mais qui étaient des chansons qui disaient quelque chose. La- oui, qu'il y avait un message, même à tous les niveaux, il y a des messages dans les chansons. Les chansons ont toujours été porteurs de messages. oui, la chanson va plus loin que la sociologie. Excuse-moi, j'ai cru que tout était en train de s'éteindre. Parce que Non, 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 ne touche plus. Non, on est à encore… dire des trucs, il écrit des trucs dans les années 70 et on se dit, mais non, il y a eu des choses qui ont été dites avant. Le téléphone pleure, par exemple, de Claude François, dit des choses sur les couples qui se défont, sur la souffrance des enfants, sur les Il familles y a décomposées. longtemps, oui, oui. Il y a très longtemps. Et je vois bien ce qu'un philosophe pourrait faire avec ce genre d'informations. Simplement, le philosophe, il parlerait aux siens et aux philosophes, alors que Claude François a parlé à plein de gens qui se sont reconnus dans ce genre de chansons. Donc les chansons sont soit des vecteurs de poésie, c'est ce qui fait que j'aime, c'est plutôt ces chanteurs-là, et puis d'autres qui sont des chanteurs qu'on dira populaires, mais qui racontent des histoires. Sardou, quand il raconte Ne m'appelez plus jamais France, ce genre de choses, on dit, ben, voilà, des chansons qui sont sociologiques, elles peuvent être dites politiques aussi. Mais je trouve qu'il y a chez les chanteurs des choses à dire. Et je pense que je ne connais pas très bien la chanson aujourd'hui, mais elle me donne tellement l'impression, là je ne parle pas de toi ou de quelques-uns, mais quand on voit une jeune génération, elle est en train de susurrer, elle a l'air épuisée, on a l'impression qu'elle va s'effondrer Alors, sur… pas toutes, pas toutes. Et si tu me permets, je t'initierai à des jeunes artistes là qui sont vraiment fabuleux. Il faut que je te fasse connaître des jeunes gens et qui ont vraiment un vrai discours, des bons textes, c'est fabuleux au niveau même vocal. Et franchement, je t'en parlerai. Quand je te parlais tout à l'heure de Terre Noire, mais bon, il y a des artistes comme Pomme, comme Oshi, comme Angèle, comme il y a énormément d'artistes aujourd'hui qui ont un univers, qui ont vraiment quelque chose de fort et et tu vois, on revient aux vrais grands artistes un peu qu'on a quittés avant les yéyés, quoi. Parce qu'après, à partir des yéyés, ça a été un peu, tu vois, on Faudrait que revient avec… tu me fasses une liste, par exemple, en disant, ben voilà, je vais t'initier à 10 chanteurs contemporains, chanteurs-chanteuses, tu vois, qui me permettraient peut-être de dire moins de sottises, parce que je n'écoute plus trop ces chansons qui me Eh fatiguent. ben, tu vois, si tu veux, eh ben, on échange de bons procédés. Je pourrais le faire. Faisons-le. Donc, je voulais aussi, alors maintenant, alors imagine, Michel, que je sois une fée. Je suis la fée folie. Je suis une fée et je vais te demander si tu veux bien. Je sais que tu ne crois pas en tout ça, mais si tu avais des vœux à formuler, 3 vœux, si tu arrives jusque-là, s'ils sont avouables, et voilà, tu nous dis ton sentiment. Si tu es en face d'une fée qui te demande tout d'un coup, Michel, tu as droit à 3 vœux, qu'est-ce que tu dirais? 3 vœux, je lui en demanderai un seul. Je dirais, tu peux garder les 2 autres. Le premier vœu, c'est que je voudrais réaliser tous mes vœux. Voilà. Mon Mais vœu, c'est c'est à vrai, chaque fois que j'ai un très vœu, belle réponse. Bon, c'est très philosophique, ça.
3 vœux, tu dis, ah bah Toi, ouais, je veux ça, tu fais puis le ça, puis vœu de après, je pouvoir réalise. réaliser Je ton dis, non, souhait. non, mais si j'ai vraiment la possibilité d'une baguette magique, je demande que tous mes vœux soient exaucés. Mais je Est-ce sais que que ça jusqu'à n'arrivera pas. présent, tu es heureux? Est-ce que la Je suis... vie t'a... Est-ce que tu aimes les textes d'Étienne Rodagil, on nous demande? Oui, 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 j'aime bien, bien sûr. Oui, oui, ça fait partie des grands paroliers, bien sûr. Oui, oui. Tu me demandais, évidemment. Alors, tu disais... Comment? tu posais une question avant, je crois, non? J'ai pas Non, entendu. j'ai dit, je parlais des vœux, donc c'est vrai, tu as raison. Des Tu vœux. fais le vœu de réussir tous tes vœux encore. Tu as beaucoup de projets, tu as beaucoup de choses. Le dernier livre que tu as sorti, c'est L'art d'être français, que j'emmène en voyage avec moi cet été. Et je te l'ai dit, je le garde précieusement pour mon long voyage de vacances où je pars loin, très loin. Et je t'ai dit, je ne le touche pas celui-là, je le commencerai dans l'avion. Et donc, et là, tu sors donc l'art d'être français. Tu peux nous en parler 2 secondes? Oui, j'avais rencontré des jeunes à l'issue d'une conférence et ils étaient venus me voir. C'était une conférence que je ne donnais pas moi-même, mais j'étais en train d'écouter un ami. Et la femme me dit, ah, vous êtes Michel Onfray? Oui, oui. Et on adore ce que vous faites. Et là, puis on a commencé à avoir une petite discussion comme ça philosophique. Et puis on dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait lire en philo, etc. Alors j'ai commencé à leur donner des lectures à faire. Ils étaient en train de tapoter tout ça, Platon, alors. Et puis on s'est quitté parce qu'on a dit, bah, mais monsieur, là, il va falloir quitter l'amphi, quoi. Puis en sortant, je me suis dit, mince, j'aurais tellement dû demander des adresses ou des téléphones pour continuer à les voir, leur offrir un pot, continuer à parler philo, etc. Et je me suis dit, je leur écris des lettres. Je ne sais pas qui ils sont, mais voilà, je dirais à ces auditeurs perdus. J'ai écrit une dizaine de lettres pour leur expliquer le monde en leur disant, ben voilà, aujourd'hui, on parle du décolonialisme, on parle d'un néo-féminisme, on parle d'antispécisme, de véganisme, enfin, on parle d'art contemporain. Et je leur ai écrit une lettre à chaque fois en leur disant, voilà philosophiquement d'où ça vient et voilà aujourd'hui à quoi ça ressemble. Quand vous avez aujourd'hui une petite fille de 8 ans qui dit depuis l'âge de 4 ans j'ai envie de changer de sexe et qu'on vous dit c'est formidable, c'est la question des transsexuels, etc. Je dis ben voilà philosophiquement d'où vient cette histoire et cette aventure. Donc il y a une première partie où je fais un petit cours de philo et puis une deuxième partie où je dis vous voyez comment la philo produit des effets dans la réalité. Et donc, ça, c'est ton prochain livre. Non, ça c'est l'art d'être français. Tu m'as demandé ce C'est qu'était l'art l'art d'être français. d'être. Mais oui, mais je ne sais pas, je l'ai acheté, il est là, il est auprès de Voilà, moi, mais je ça ne c'est le l'ai pas dernier. encore lu. Le prochain, il y en a plusieurs. Je te disais que j'allais partir écrire un livre qui est un éloge de Lucrèce, le philosophe dont je t'ai parlé tout à l'heure. Oui, Lucrèce, ça c'est oui. Hein. Il y en a un autre qui s'appelle Les raisons de l'art, qui est une explication de l'art, de Lascaux jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Jeff Koons ou des choses comme ça. Parce que beaucoup de gens disent des sottises sur l'art contemporain, mais en même temps, ils ne sont pas initiés. Et l'art, ça suppose une initiation. Si personne ne te prend par la main en te disant voilà ce qui se passe dans Ah, une ça, je suis peinture, d'accord. voilà. Donc ce sera un livre illustré. Et puis, eh bien, en voilà deux. Voilà, ce sont les deux prochains. Et c'est lequel alors que tu vas me dédicacer spécialement? Les deux. Tu sais que ça c'est, tu sais souvent dans des chansons, moi ça c'est ça tu vois pour t'avoir lu et tu sais à quel point j'ai pratiquement tous tes livres et aussi il faut parler aussi de ta revue, hein, de ton magazine qui est qui pardon? Front populaire, oui. Oui, Oui. Front populaire qui sort mensuellement. Trimestriel. C'est trimestriel. D'accord. Non, non, parce que voilà, d'accord. Tu peux Trimestriel, ça en va acheter vite. un. Mais alors, Tu peux en dis donc, acheter un le tous temps les passe mois. vite alors. Oui. Le temps Il y a, passe il y a- vite. il y a 4 numéros par an. Oui, c'est ça, 4 numéros par an. Et un numéro, un exemplaire, enfin, hors série, on dira. Donc, Alors, voilà. et ça, le temps passe très vite. Il est que 55. Et puis, tu sais, Instagram, il y a les 2 dernières minutes sont en chrono comme ça. Et après, on peut être coupé tout de suite. Donc, on nous dit quel livre recommanderiez-vous pour cet été? Moi, j'ai le mien, c'est L'art d'être français de Michel Onfray. Mais toi, tu recommanderais quoi pour les gens qui ont envie de dire qu'ils ne sont pas forcément peut-être un livre plus d'initiation ou de aller vers le bonheur de soi, la conscience de soi, quelque chose qui leur fasse du bien. Euh, de moi, non, pas de moi, pas forcément. Ben, Un ça peut livre. être de toi, Pas de évidemment. moi, de moi, non. D'un philosophe stoïcien qui s'appelle Sénèque, et ça s'appelle Lettres à Lucilius. Les Ah, lettres. j'adore. J'ai pas le temps d'aller le chercher, les 56. Mais alors ça, tu vois, je peux te dire que moi, Sénèque, c'est vraiment... Mais oui. J'adore. Et on peut lire une lettre et puis voilà, passer à autre chose, et puis encore une C'est lettre, et ça. puis 3, et puis 5, 12, enfin voilà quoi. Et Et c'est on formidable. demande quel livre de toi?
Je ne sais pas répondre à cette question-là. Quel livre de moi conseiller? Bah, peut-être L'Art d'être français, le dernier, quoi. Mais, Oui, le dernier, L'art d'être français. Parce que c'est intéressant, parce que c'est contemporain. C'est là, tu parles de notre temps, tu expliques des histoires. On n'a pas eu le temps de tout aborder avec toi, évidemment. Il nous faudrait des heures et des heures de conférences. Mais c'est vrai que bon, la politique, la vie sociale, l'amour, les thèmes, évidemment, tout ça, on peut passer en fait notre vie à t'écouter. oui, mais je te remercie d'une chose parce que je suis trop souvent réduit au rôle de commentateur de la vie politique française et ça me fatigue un peu de faire du Onfray et d'aller commenter la vie politique, les régionales, Macron, son pouvoir, etc. Tout ça, ça me fatigue un peu. Bon, enfin, je le fais tout de même parce que je crois aux idées qui sont les miennes. Mais toute la dimension philosophique, j'ai écrit une douzaine de recueils de poésie, par exemple. Des livres de Oui, magnifique poésie. ça pourrait être un recueil de poèmes, ça pourrait être Le Recours aux forêts, ça pourrait être La sagesse des abeilles, La cavalière de Pégase, le dernier, tu vois, qui sont des poèmes plus faciles à lire qu'un gros livre comme L'Art d'être français. J'ai fait des livres sur la cuisine, tu parlais tout à l'heure de la cuisine, qui s'appelle La raison gourmande ou Le ventre des philosophes, ce sont des choses plus faciles à lire. Ça, c'est dans un très gros livre chez Bouquin qui s'appelle La danse des simulacres, des textes que j'ai consacrés à des amis peintres. Donc, il y a toute une partie de moi qu'on ne connaît pas, qu'on méconnaît. Et je te remercie d'avoir rendu possible un petit coup de projecteur sur cette partie-là, parce que la plupart du temps, le Onfray qu'on voit à la télévision, il a tendance à m'énerver, je dirais moi aussi, parce que cet Onfray philosophe, commentateur de l'actualité, c'est une espèce de rôle dans lequel on m'installe. Puis toujours de te débattre, de battre sur des plateaux, de toujours. Oui, Et on ne comprend pas toujours le fond de ce que tu dis parce que ça serait trop long à expliquer tout ça. bien sûr. Et Voilà de pourquoi je te juger remercie de toujours. parler d'autre chose que de tout ça, d'avoir parlé de peinture, de gastronomie, de musique, d'amitié, d'amour, de philosophie antique. Je trouve que je te remercie de chansons, de musique, d'avoir rendu Ouais, tout mais ça. moi, d'abord, je te remercie. Je sais que j'ai pris l'antenne, j'ai dû prendre l'antenne à 19h01, donc ça va, notre chrono n'est pas encore commencé. Moi, je voulais vraiment, Michel, du fond du cœur, te remercier. Pour moi, c'est aujourd'hui, c'est un vrai cadeau que tu me fais, que tu nous fais tous, mais pour moi, ça a une valeur très particulière, et tu le sais. Et puis, en même temps, on est le dernier jour de juin. Tu es vraiment ce dernier rendez-vous que j'ai avant le 6 septembre parce que je reprendrai les lundis soirs à 19h. Et puis, eh ben, écoute, pourquoi pas sur un thème particulier, revenir une fois, parler de quelque chose précisément. Et évidemment, nous allons collaborer ensemble. Ça, on en a parlé tout à l'heure, mais ça, moi, je le veux sincèrement. C'est vraiment un grand souhait de chanter tes mots. Voilà, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Si tu veux être mon guide à Rome, c'est quand tu veux. Parce que tu sais que moi aussi, hein, l'Italie, j'adore l'Italie. C'est vraiment, là, c'est merveilleux l'Italie. C'est vraiment mon pays préféré. Vraiment, l'art, la beauté, enfin, c'est vraiment super, quoi. Et juste, tu as vu, c'est toi maintenant qui deviens le, le fakir. Et juste un jour, un seul jour, un jour, me dédicacer un livre. Alors ça, ce serait mon plus grand cadeau. Et sur ce, regarde, il reste 1 minute 56. Donc, Michel, je te laisse dire au revoir à nos amis. Ben, je suis très heureux parce que là, je vois pas tout ce qui s'écrit parce que je suis un peu bigleux, mais je vois des petits cœurs, je vois des petits ballons, je vois des choses assez extraordinaires. Tout ça est Oui. très sympathique parce que tu me permets aussi de rencontrer tes amis. Et l'amitié, c'est aussi ça, hein, c'est que les amis de nos amis sont nos amis, qu'on les découvre. Tu rends possible pour moi une expression que je destine à des gens que je ne connais pas, mais qui peuvent en savoir peut-être un peu plus ou un peu mieux. Et ça me fait plaisir parce qu'il faut déborder qui l'on est, ce que l'on représente. Et l'idée d'afficher notre complicité me fait très plaisir et je t'en remercie vivement. Moi aussi. Merci beaucoup, Michel. Et donc, il nous reste 1 minute 10 secondes à peine, juste pour vous souhaiter un très bel été à tous. Mais ne vous en faites pas, c'est pas ce soir. Je vais revenir d'une autre manière. Je vais vous faire des petits films. Je vais continuer. Et c'est pas, ça y est, c'est fini jusqu'au 6 septembre. Non, 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 non. Et mes 2 concerts au mois de juillet où je vous retrouve le 12 Festival de jazz en Bretagne à Nevèze et le 24 juillet à Vias, à côté de Béziers, un grand festival d'été aussi. Donc, passez une excellente soirée. On n'est plus du tout dans la course de l'euro, mais on regarde quand même le foot. Tu regardes le foot, Michel? Non, pas trop, non, pas du tout. Hein? Bon, alors, deux initiations. La nouvelle scène française et le football.
Merci beaucoup. 33 secondes. Bonsoir à tout le monde. Et merci Je encore. t'embrasse très fort et je te remercie, Michel. Et on s'appelle tout de suite dans pas très longtemps. D'accord. Merci à vous. Au revoir tout le monde. Des gros bisous. Il nous reste 19 secondes, 17. Et je vous fais des gros bisous. On souhaite un bel été à tout le monde, mais ne vous en faites pas. Je vais revenir. Je ne pars pas ce soir pour toujours. Ah non. Bientôt. Au revoir, Michel. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. Merci. Au revoir, Léa. Merci.